Président, ministres, collègues, à l'instar de l'ensemble des textes sécuritaires présentés par ce gouvernement depuis le début du quinquennat, celui-ci étant le 8e du genre rien que pour cette année, le projet de loi sur la responsabilité pénale et sécurité intérieure que nous discutons aujourd'hui est un texte fourre-tout, sans cohérence ni respect des principes les plus élémentaires du droit pénal et de notre pacte républicain. Il débute par une remise en cause du principe d'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'une abolition de discernement lors de la commission d'une infraction. Remise en cause qui est justifiée au prétexte fallacieux que la consommation de stupéfiants est susceptible d'entraîner une bouffée délirante chez des personnes dépourvues de troubles mentaux. Pourtant, l'ensemble des psychiatres auditionnés a reconnu que les bouffées délirantes exotoxiques étaient exceptionnellement rares et tous s'accordent pour reconnaître qu'il est impossible de déterminer qui des troubles psychiatriques ou de la consommation de stupéfiants prévaut dans le déclenchement de ces bouffées délirantes. De surcroît, alors que l'exposé des motifs du texte prétend répondre à l'émoi suscité par le meurtre de Sarah Halimi, l'ensemble des personnes auditionnées a reconnu que la proposition de dispositif ne s'appliquait pas dans ce cas. Rapporteurs et gouvernement ont ensuite tenté de se rattraper en invoquant la lutte contre le terrorisme. Mais là encore, en l'espèce, ce n'est ni utile ni raisonnable, car l'objectif affiché par le gouvernement est d'ores et déjà prévu par le droit positif. Il eût été bien plus utile à l'Assemblée et à la justice de s'attaquer aux nombreuses déficiences de prise en charge des troubles psychiatriques, comme nous l'avons montré à travers les nombreux amendements que nous avons déposés au fil des lectures, amendements qui reprenaient en bonne partie des recommandations du rapport Rimbourg-Houillon, qui déconseillait de toucher au principe d'irresponsabilité pénale, rapport sollicité par l'ancienne garde des Sceaux et dont le présent gouvernement et le présent garde des Sceaux n'ont absolument pas tenu compte. En effet, rappelons la situation. La pénurie des experts et experts psychiatres, pédopsychiatres et psychologues est telle que les délais sont excessifs et les tribunaux sont contraints de recourir en permanence aux mêmes personnes. Cette carence est principalement la conséquence de leur insuffisante rémunération. Donc, plutôt que d'augmenter le nombre des détenus souffrant de troubles psychiatriques graves en prison, il aurait été plus pertinent de commencer par revaloriser significativement les statuts des personnels soignants pour pouvoir en recruter et rouvrir des lits et des services en psychiatrie ainsi que des centres médico-psychologiques de proximité dans un secteur qui a connu une véritable saignée au cours des dernières décennies, passant d'une situation, je cite, grave à catastrophique, comme l'ont qualifié des économistes de la santé et des experts en psychiatrie. Il eût été plus utile d'augmenter en matière de justice significativement l'indemnité des experts et experts judiciaires et non pas de procéder à la dernière minute à un rattrapage qui est jugé par les personnes concernées comme insuffisant et inégalitaire. Il eût été bien plus utile à la justice, au Parlement et à la société d'améliorer la formation et de réformer le cadre législatif et réglementaire de l'expertise, comme le proposait d'ailleurs une mission d'information du Sénat sur le sujet. Car, rappelons-le également, contrairement à ce que sous-entendent le gouvernement et la majorité, il n'y a ni trou dans la raquette du droit, ni problème de clémence des juges vis-à-vis des auteurs d'infractions atteints de troubles psychiatriques. Au contraire, les magistrats et magistrates rechignent à recourir à l'article 122-1 du Code pénal par crainte de réaction et politicienne comme ce qu'on a vu en l'état pour ce texte. Et par conséquent, plus de 20% des personnes en détention souffrent de troubles psychiatriques graves. Le gouvernement va également à rebours, rappelons-le, de ce que demandent les associations de victimes, dont la principale revendication porte sur la considération qu'il aurait apportée par l'institution judiciaire. Pour y répondre, il aurait été mieux inspiré de procéder à une augmentation de l'aide juridictionnelle, à la création, par exemple, d'un statut de victime, à la mise en place de dispositifs d'accompagnement pluridisciplinaire. Autre aberration, oui, Monsieur le Ministre, autre nombreuses aberrations de votre texte, ne vous en déplaise, la reprise des dispositifs liberticides sanctionnés par le Conseil constitutionnel lors de la précédente loi sécurité globale. Généralisation des drones et caméras embarquées, installation de caméras dans des cellules de garde à vue, alourdissement des peines pour atteinte aux forces de sécurité, extension du recours à l'amende forfaitaire, notamment pour les plus précaires, relevé d'empreintes forcées pour des mineurs. Bref, la fuite en avant vers un État sécuritaire qui confond milice et police et qui poursuit la surveillance de masse. Alors même que
prouvé par des études, ces dispositifs sont absolument inutiles et particulièrement dangereux pour les droits et les libertés. Voilà les raisons pour lesquelles nous maintenons notre opposition à ce texte et nous voterons contre. Merci. La parole est à Madame Elsa Fossé.